tous et bienvenue pour cette nouvelle leçon. J'espère que vous avez passé un bel été et nous sommes très contentes de vous accueillir pour une nouvelle année scolaire à l'école du shoujo. Et pour fêter cette rentrée, on va s'attaquer à un gros morceau, Sailor Moon Super S. On continue donc notre rétrospective Sailor Moon avec la 4e saison de l'anime de 92, la dernière saison à avoir été doublée et diffusée en France. Et pour être honnête, on était un peu moins emballés que d'habitude à se lancer dans cette saison. Déjà c'est la saison qui nous a le moins marqué, et le peu de souvenirs que nous en avions n'était pas terrible. Rien que ça, c'est un petit peu suspect. Ensuite, c'est vrai qu'après la claque de la saison 3, c'était plus difficile de rebondir. Surtout qu'avec Sailor Moon S, on venait de terminer l'introduction de toutes les guerrières du système solaire. Mais bon, c'est pas une excuse. En plus, avec la résurrection de Sailor Saturn, qu'on a finalement assez peu vu dans cette saison 3, ça laissait encore plein de possibilités. Et enfin, Sailor Moon Super S n'est pas la saison préférée d'une grande majorité des fans. En tout cas de ce que nous avons pu en lire sur internet. Bon, je sais qu'on a déjà fait des intros plus enthousiastes, surtout quand ça concerne Sailor Moon, mais voilà les a priori avec lesquels on a attaqué cette saison 4. Mais c'est aussi intéressant de comparer nos souvenirs d'une œuvre et nos réactions après un visionnage plus récent. Donc c'est parti pour Sailor Moon Super S, et comme d'habitude cette leçon se divisera en deux parties, et il y aura évidemment du spoil. Pour commencer, une petite remarque sur le titre de la saison et de sa prononciation française. En version originale, le titre Sailor Moon Super s'écrit avec le premier et le dernier S du mot super en majuscule et se prononce à l'anglaise Sailor Moon Supers. En français, on prononce Sailor Moon Super S en détachant le dernier S du mot super. Super Sailor Moon est en fait le nom de la transformation que Sailor Moon débloque dans la saison 3. Dans cette saison 4, Super est au pluriel car Chibi Moon débloque à son tour sa transformation en Super Sailor Chibi Moon. De même que les Inner Senshi un peu plus tard dans la saison. Du coup, on devrait aussi prononcer Supers, mais on est d'accord que ça sonne moyen à l'oreille. D'où le titre français, Sailor Moon Super S. Sailor Moon Super S adapte librement l'arc Dream du manga de Naoko Takeuchi, qui couvre les tomes 12 à 15 de l'édition originale. Je dis librement parce qu'au fil des saisons, l'anime a de plus en plus tendance à s'écarter du manga. Le pitch de départ de chaque saison est similaire au manga, mais le déroulement et la fin des saisons divergent souvent. Vous savez maintenant que la raison principale, c'est la publication du manga qui est plus lente que celle de l'anime, d'où les nombreux épisodes filler. Cependant, plus les saisons avancent et plus l'écart entre le manga et l'anime devient problématique. Naoko Takeuchi a elle-même déclaré avoir perdu le contrôle de la série au fil des saisons, alors qu'au début, elle supervisait l'histoire de l'anime. Dans cette 4e saison, on a quelques exemples de grosses différences entre le manga et l'anime, comme l'absence des Outer Senshi qui ne viennent pas aider les Inner à combattre les méchants, ou encore les origines de la grande méchante, la reine Néhélénia, et celle du cristal d'or. Après, différent ne veut pas obligatoirement dire mauvais. Perso, je trouve les explications sur les origines de Néhélénia et du cristal d'or cohérentes et intéressantes, même si elles s'écartent du manga. Je ne dis pas que c'est confus ou mauvais, mais je trouve que Sailor Moon Super S est la saison la plus inégale et la plus ennuyeuse. Et d'après moi, ça vient en partie de cet écart entre le manga et l'anime. Mais avant d'en débattre, on va peut-être vous faire un petit résumé. Lors d'une éclipse solaire, un nouveau groupe de méchants apparaît à bord d'un cirque volant, le Dead Moon Circus. Ils cherchent à capturer Pégase, un cheval blanc ailé avec une corne sur le front, car Pégase est lié à un puissant artefact que le Dead Moon Circus convoite, le cristal d'or. Pégase étant le protecteur du monde des rêves, les méchants fouillent les rêves des humains afin de le retrouver. Au même moment, Pégase apparaît dans les rêves de Chibiusa. Ils deviennent amis, et il offre de nouveaux pouvoirs à Sailor Moon et Chibi Moon afin de les aider à combattre le Dead Moon Circus. Tu sens que Chibiusa va être centrale dans cette saison. Je sais qu'on s'est réconcilié avec le personnage dans la saison précédente, mais bon, j'avais pas spécialement envie de la voir davantage. Pour moi, son histoire personnelle, elle est bouclée depuis la saison 2, et depuis, ils font juste du forcing pour la garder dans la série. Enfin, je suis pas complètement d'accord avec toi. J'ai eu autant de mal que toi avec ce personnage, on reviendra pas là-dessus, mais c'est aussi le seul personnage sur lequel il reste des choses à raconter. Je m'explique. Sailor Moon a eu le temps de bien évoluer durant ces 3 dernières saisons, dans son caractère, sa manière de combattre, d'appréhender son rôle en tant que guerrière Sailor et en tant que princesse, dans ses relations avec les Inner, les Outer, avec Mamoru, et même avec Chibiusa. Ses pouvoirs peuvent certes encore évoluer, mais elle n'a plus rien à prouver réellement. Ses possibilités d'évolution sont donc minimes. Les Outer seront absents de cette saison, donc rien à creuser de ce côté-là. Il ne restait donc que Chibiusa, comme personnage déjà établi dans l'univers, qui de par son statut de jeune guerrière en formation, offre encore des possibilités d'évolution. Pour moi, c'est presque logique
qu'on se concentre sur elle. En plus, comme Chibiusa est encore une enfant malgré ses 900 ans, elle permet d'après moi de capter l'intérêt d'un nouveau public plus jeune sur la série. Ok, mais à ce compte-là, autant faire un spin-off sur Chibi Moon. Perso, je regarde Sailor Moon pour voir Sailor Moon, pas Chibi Moon. Je comprends, mais je trouve pas ça spécialement gênant parce que Sailor Moon est toujours aussi présente, mais surtout, ça permet de redorer l'image d'un personnage qui en a bien besoin car il a mal été intégré dans l'univers. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je trouve pas que l'image de Chibiusa s'améliore tant que ça. Ok, sa présence est moins énervante qu'avant, mais il y a à nouveau trop de disputes entre elle et Usagi, et trop souvent, le comportement enfantin et insupportable de Chibiusa est excusé parce que c'est une enfant. Oui, mais la dynamique du duo Usagi-Chibiusa s'articule justement autour de ces disputes, et ça fait partie du comique de la série. Mais c'est pas drôle, c'est juste lourd. En plus, j'ai l'impression que la relation entre Usagi et Chibiusa est très inégale, voire régresse par moments. On sent moins l'affection entre elles. Et je sais que je reviens toujours à cet exemple, mais quand Rei et Usagi se disputent, on sent la complicité entre elles. Leur dispute relève davantage du jeu, et n'ont pas pour but de blesser l'autre. Mais c'est normal que les disputes soient différentes entre Usagi et Rei, et Usagi et Chibiusa. Rei et Chibiusa n'ont ni le même âge, ni le même caractère, ni la même relation avec Usagi. Rei est une amie proche d'Usagi, et son rôle en tant que guerrière Sailor est de la protéger, alors que Chibiusa est une enfant, et surtout, c'est la future fille d'Usagi. Je suis désolée, mais il faut arrêter avec cet argument. Il n'est pas valable. Bon, peut-être, mettons cet argument de côté. Mais alors comment est-ce que tu expliques le comportement de Mamoru? Parce que dans cette saison, il m'a grave saoulé. Il fait comme s'il ne voyait ou ne comprenait pas pourquoi le comportement de Chibiusa peut énerver Usagi. Mais réfléchis, c'est normal. Mamoru sert d'intermédiaire. Il n'entretient pas la même relation avec Usagi et avec Chibiusa. Il traite Usagi en adulte, et de ce fait, il s'attend à ce qu'elle se montre plus patiente et mature avec Chibiusa. Mais Usagi se montre plus patiente et mature avec Chibiusa. Pareil, il faut arrêter avec cet argument. Mais Mamoru défend systématiquement Chibiusa, et parfois, j'ai l'impression qu'il ne prend même pas en compte les sentiments d'Usagi. C'est pour rééquilibrer. Chibiusa est sa future fille, mais la relation entre Usagi et Chibiusa peut parfois être tendue. Donc il doit temporiser. S'il donnait raison à chaque fois à Usagi, ce serait quand même super traumatisant pour Chibiusa. Elle aurait tout le temps l'impression que ses deux parents se liguent contre elle. Déjà qu'elle ne vit pas à son époque et qu'elle vit loin de ses vrais parents. Mais elle a qu'à y retourner à son époque. En plus, c'est super malsain qu'elle vit avec ses parents dans leur passé. Et puis, perso, si j'étais Usagi et que je me frappais de Chibiusa au quotidien en sachant que c'est ma future gamine, je crois que j'y réfléchirais à deux fois avant de faire des enfants. Wow. Ok, stop. Ce débat va beaucoup trop loin. Mais c'est toi qui arrête pas de défendre Chibiusa. Je ne défends pas Chibiusa. J'essaie juste d'avoir un angle de vue différent parce que ça sert à rien de critiquer de long le même personnage. Bon, d'ailleurs, je t'accorde que ça ne pouvait être qu'une mauvaise idée de garder Chibiusa dans le passé pour ce qui est de sa relation avec ses parents. Mais bon, ça on peut rien y changer. Donc, on peut arrêter cette dispute et continuer la leçon? Oui, c'est bon. Ok. Donc je maintiens qu'il me paraît logique de se concentrer davantage sur le personnage de Chibiusa dans cette saison, mais c'est vrai, tu as raison, on sent un peu trop le forcing dans son intégration. Déjà pour justifier sa présence dans le passé, on sort la carte guerrière en formation comme excuse, ce qui est discutable. Ensuite, pour la mettre en avant dans l'intrigue, c'est elle qui est liée à Pégase. Cependant, son rôle durant les combats se limite souvent à appeler Pégase avec le carillon de cristal, ce qui pour moi n'est pas une vraie attaque. Mais sans la présence de Pégase, Super Sailor Moon ne peut pas lancer son attaque avec le kaléidoscope lunaire, ce qui donne un peu l'impression que Sailor Moon est devenue plus inutile. Tout ça est donc un peu bancal. Merci de le reconnaître. Mais je veux bien faire un effort. On peut voir ça d'un autre point de vue. On peut dire que cette nouvelle manière de combattre motive le travail d'équipe entre Chibi Moon et Sailor Moon. Elles se transforment ensemble et elles ont besoin l'une de l'autre pour combiner leurs pouvoirs. J'imagine d'ailleurs que c'était l'objectif de base de renforcer la dynamique de leur duo durant les combats. Mais comme tu l'as dit, le résultat est bancal et je trouve qu'on perd beaucoup au lieu d'enrichir la formule. Heureusement, tout comme la relation d'amitié de Chibiusa avec Otaru dans la saison précédente l'avait rendue plus attachante, dans Super S, Chibiusa développe cette fois une relation romantique avec Pégase. D'ailleurs, elle a souvent un point de vue plus pragmatique et surtout plus mature en ce qui concerne les relations amoureuses, même si ça tourne souvent au comique à cause du décalage entre son âge et le sérieux de ses réflexions. Et ça permet aussi de calmer sa fixette sur Mamoru, car Chibiusa comprend pleinement qu'elle ne pourra pas remplacer Usagi auprès de Mamoru. Et même, elle ne le veut pas vraiment.
Le seul truc un peu dommage, c'est qu'il faut quand même attendre la fin de la saison pour avoir une vraie évolution dans sa relation avec Pégase. Je viens de me rendre compte qu'il faut qu'on vous précise un détail concernant le personnage de Pégase, parce que pour l'instant, la seule info qu'on vous a donnée sur lui, c'est que c'est un cheval. Enfin, une créature fantastique douée de paroles. Un cheval. Et si vos souvenirs de cette saison sont aussi confus que les nôtres, vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre qu'on vous parle d'une relation romantique entre Chibiusa, une enfant de 900 ans, et Pégase, un cheval. Une créature fantastique douée de paroles. Un cheval. En même temps, vous me direz, on n'est plus à un détail chelou près concernant le personnage de Chibiusa. Arrête avec Chibiusa. Pégase est en fait un humain, Hélios. Il vient du royaume Élysion, qui se nourrit des rêves des terriens. Hélios avait donc pour mission de veiller sur les rêves des humains. Mais l'arrivée de la nouvelle lune, la lune morte, a mis fin à la paix qui régnait sur Élysion. Néhélénia a détruit Élysion et elle a capturé Hélios afin de lui arracher le cristal d'or. Au cas où ça ne soit pas assez évident, la corne que Pégase porte sur le front est en fait le cristal d'or. Le corps d'Hélios étant prisonnier, son esprit a pris la forme de Pégase pour échapper à Néhélénia, et il a ainsi pu trouver refuge dans les rêves de Chibiusa. Maintenant, le concept de relation romantique entre Chibiusa et Hélios/Pégase vous paraît sûrement moins bizarre. Ce qui est un peu cool dans cette histoire, c'est que c'est Hélios qui joue le rôle de la demoiselle en détresse, et c'est Chibiusa qui doit protéger sa forme onirique et sauver sa forme humaine. Vous aurez aussi compris que les rêves sont un aspect central de cette saison, d'où le titre de l'arc Dream. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on a assez parlé de Chibiusa pour cette leçon. Je pense même qu'on a assez parlé de Chibiusa pour toute une vie. Et je pense que c'est le bon moment pour terminer la première partie de cette leçon sur Sailor Moon Super S. On est désolé parce qu'on a encore beaucoup trop parlé de Chibiusa, mais promis, dans la deuxième partie, on parlera d'autre chose, notamment des méchants de la saison. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de commenter et surtout de partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour la suite de Sailor Moon Super S à l'école du shoujo. Bye!